Les autres préparez les questions. Encore une demi-heure de questions. Oui. Dans la trilogie des micro-humains, vous dites que l'humanité peut aller vers plusieurs voies de progrès. Vous parlez donc il y a la robotique, le vieillissement, l'énormément de la vie, la féminisation, la miniaturisation. Je connais tous, le capitalisme et la religion, je crois. Puis aussi l'espace. En ce moment, c'est lequel qui vous intéresse le plus? Dans le micro-temps, j'allais dire, c'est le choc entre les blancs et les verts, donc entre le capitaliste et les religieux, parce que c'est ça qui fait toutes les tueries dans le monde. Maintenant, ça me semble tellement nul, mais c'est ce qui occupe les médias. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la sortie de la Terre. C'est-à-dire, je pense qu'il faut réunir les gens de bonne volonté et les gens qui ont gardé ce côté pionnier pour essayer d'aller coloniser notre planète. Donc je suis les découvertes des exoplanètes, je suis tout ce qu'on découvre sur Mars. Le combat des blancs et des verts dans mon roman est tellement déprimant, c'est tellement chaque fois les plus couillons qui laissent les plus intelligents qu'au moment on se dit ok, ça sert à rien, ils vont pas devenir raisonnables ou intelligents, ça va pas bouger, donc il faut réunir les gens de bonne volonté et puis essayer de rayonner ensemble. Mais on n'a jamais vu, quand on regarde le passé, les gens devenir tout d'un coup raisonnables. En général, ce qui rend les gens raisonnables, c'est qu'ils vont sur les bouts de leurs erreurs, ils sont aperçus que ça faisait de tels dégâts et ça jouait contre leurs propres intérêts. Donc à ce moment-là, ils ont rectifié un peu le tir. L'ONU est née du fait de la Deuxième Guerre mondiale, mais si chaque fois qu'on fait un petit progrès intelligent, il faut qu'il y ait autant de morts, c'est un peu déprimant. Donc, peut-être c'est l'influence d'un roman qui s'appelait Fondation d'Isaac Asimov, dans lequel il y a un groupe de gens qui se réunissent sur la Lune pour faire des encyclopédistes, qui essaient juste de réunir tout le savoir de l'humanité pour pas qu'il disparaisse avec la montée de la barbarie. Voilà. Donc je suis les aventures des Blancs et des Verts. Je suis aussi l'aventure de l'immortalité, parce que là, elle a démarré. Il y a quand même en biologie, donc dans mon roman, je crois que c'était les rouges, non, c'était les jaunes. Dans cette salle, il va y avoir, je pense, au moins une dizaine de personnes qui vont vivre 200 ans. Tout simplement parce que la médecine est en train de faire des progrès extraordinaires. Donc j'essaie de me tenir au courant de ça. Je vous le signale, d'ailleurs, si vous étiez programmé que pour 100 ans, non. Donc préparez-vous à lire beaucoup de livres. 200 ans, on commence à se faire un peu chier vers la fin. Et à vous entretenir, parce que la nouvelle génération, je pense, va vivre beaucoup plus longtemps. Ce qui est une autre problématique pour la planète, c'est que s'il n'y a plus la mort, s'il n'y a plus un recyclage par la mort, ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus d'humains. Et là, l'un des enjeux va être l'eau et l'air. Mais je suis un peu, en effet, toutes ces actualités, les 7 camps, mais les deux feuilletons dans lesquels il se passe le plus de choses, c'est donc la religion, qui est en train de provoquer des massacres et des tueries, et puis la conquête de l'espace, donc les Noirs dans mon système, qui sont en train en 2050, on a la conquête de Mars. Après, il y a déjà eu les premiers tests de vaisseaux d'espace avec propulsion photonique comme dans le papillon des étoiles, donc maintenant c'est plus de la science-fiction, c'est aussi la réalité. Moi je me vois bien d'ici 20 ans partir dans un grand vaisseau, et puis même s'il n'arrive pas, c'est pas grave, au moins on aura essayé, mais essayer de refaire ailleurs autre chose sans reproduire les erreurs d'ici. Et c'est marrant parce que dans le documentaire, là, Stéphane qui a fait le documentaire, notait les dessins. En fait, je dessinais tout le temps, quand j'étais petit, des vaisseaux spatiaux dans lesquels je mettais tous mes copains et on part ensemble vers une autre planète. J'ai commencé à faire ça vers 6 ans. Ma mère m'a montré les dessins, le thème, c'est tout le temps ça. L'Arche de Noé.
Ouais. Mais plus on entend les actualités, plus on sent qu'il y a une sorte d'accélération de l'histoire. Ça peut aller vers le bon ou vers le mauvais, mais en tout cas, si ça va vers le mauvais, il faut prévoir une sortie de secours. Voilà. C'est de ça dont je parle dans Notre humanité, mais c'est le livre précédent. Et une question. Est-ce que c'est envisagé qu'il y ait des adaptations au cinéma? Avec l'univers aussi riche que vous avez dans vos romans, est-ce qu'il n'y a pas des réalisateurs qui ont pensé Non. Vous aimeriez... Non, mais je suis hors système. Et le système n'a pas du tout compris. Il y a vous qui avez compris ce que je fais, mais le système ne peut pas. Parce que d'abord en France, il n'y a pas beaucoup de films, disons, de fantastique, de science-fiction. C'est plutôt des films familiaux, des comédies et des trucs intimistes, des histoires intimistes, parce qu'il n'y a pas les moyens. Et aux États-Unis, malheureusement, j'ai pas. Du fait que la littérature française a une très mauvaise vision à l'étranger, une très mauvaise image à l'étranger, aux États-Unis, ils prennent aucun livre. Donc, il y a un des livres qui a été traduit, mais c'est des fourmis, il y a longtemps, et ça touche un petit public de francophiles américains, ce qui est assez surprenant. Donc, ils sont assez protectionnistes aux États-Unis sur la littérature. Donc, vu que j'ai pas accès aux Américains et qu'en France, il n'y a pas de marché, en fait, c'est comme un tennisman qui a la balle entre les deux, entre les États-Unis et la France. Donc, les Français ne comprennent pas très bien pourquoi je fais une littérature de type américain. Les Américains, ils considèrent que vu que c'est français, c'est forcément ennuyeux. Donc, à partir de là, ils n'ont pas tort. Hein. Il y a certains romanciers qui ont donné une très mauvaise image de la France en littérature, et maintenant c'est dur d'arriver après. Voilà. Autre question? C'est moi qui ai le micro. Oui. C'est pas une question, c'est quelque chose que j'ai vécu, et apparemment ce serait un rêve hypnagogique, un état hypnagogique, et je voulais savoir si vous connaissiez ça et si vous saviez. Allez-y, racontez-vous. Donc j'étais dans mon lit, j'étais endormie et j'ai été réveillée. Et le problème, c'est que je ne pouvais absolument pas bouger. Paralysie du sommeil. Une paralysie du sommeil, oui. Et donc, je me suis rendu compte que je rêvais. Et j'ai commencé à entendre des voix. Et moi, je travaille dans le milieu du handicap avec des personnes qui entendent des voix. Et j'ai pu découvrir ce que ça pouvait faire. C'est assez flippant. Et le premier truc que j'ai fait, c'était de leur dire « Venez, vous ne me faites pas peur ». Et il s'avère qu'il y a un monsieur qui est arrivé en criant en face de moi. Et il a fallu absolument le lendemain matin que je le dessine. Et depuis, il est à côté de mon lit. Il criait, il m'a fait peur, mais j'ai dû le dessiner. Et il y avait de la musique et des nuages. Et c'est la première fois que j'ai vécu ça. Je voulais absolument crier pour réveiller mon ami parce que j'étais vraiment bloquée. Et c'est un truc très intéressant à vivre. Et je voulais savoir si vous connaissez ça. Alors, non seulement je connais ça, mais il y a mon héros qui vit exactement la même scène dans le roman. Je n'ai pas encore lu le livre. Moi, je ne connaissais pas le mot hypnagogique. Non, vu que c'est sorti aujourd'hui, je pense qu'en effet, c'est normal que vous ne l'ayez pas lu. Mais dans la paralysie du sommeil, d'abord, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, tout à l'heure, je vous disais qu'il y a 5 stades. En fait, c'est vraiment comme la descente en plongée sous-marine. Il y a des étapes. Et il s'avère que par moment, ce qui provoque la paralysie du sommeil, c'est un passage direct du stade 5 à l'éveil, sans passer par les stades intermédiaires. Ce qui fait le même problème qu'en plongée sous-marine si vous remontez d'un coup sans respecter les étapes. À ce moment-là, votre corps est paralysé, comme dans le sommeil paradoxal, et par contre, une partie de votre cerveau fonctionne en mode éveillé. Donc vous êtes moitié dans le sommeil, moitié dans l'éveil. Ça peut être encore bien plus pénible que ce que vous avez vécu. Par contre, il se passe une chose, c'est un accès à autre chose, à un autre monde, ce que j'appelle l'univers du 6e sommeil. Et là, vous pouvez tomber, mais là on tombe dans du mystique, sur des entités. Là, je vous conseille plutôt d'aller voir mon amie Patricia Daré, qui est médium avec des esprits et qui, elle, gère ça très très bien. Pour ma part, étant journaliste scientifique, je considère
j'entends, je suis agnostique de ça, c'est-à-dire j'écoute les histoires. Maintenant, il y a des histoires que me raconte Patricia qui sont extraordinaires. Et je me dis, si elle a inventé, c'est vraiment bien trouvé. Et en tout cas, ça tombe de manière extraordinaire. Intuitivement, je dirais, peut-être parce que je suis romancier, parce que j'ai fait l'Etana et l'Empire des Anges, je crois qu'il y a la possibilité qu'il y a des esprits autour de nous. Et que c'est un... Alors, dans l'état autonome, je disais que c'était les gens suicidaires ou les gens qui n'osaient pas, qui ne voulaient pas quitter le monde parce qu'ils étaient encore attachés à des gens, tout ça. Et Patricia Larrey m'a fait prendre conscience que, en fait, la plupart des gens ne veulent pas décoller. Ils ne veulent pas aller vers la lumière pour se réincarner. Ils veulent juste rester là, surveiller ce que font leur famille, rester proches d'eux, ou ils sont retenus par l'amour d'eux. Et ce qui fait qu'en fait, il y a plein d'entités, ce qu'en bouddhisme on appelle le bas astral. Là, on est dans le basculant irrationnel, hein, c'est une petite parenthèse. Et dans ce système-là, le bas astral, donc il y a des esprits qui peuvent se brancher sur les gens qui sont connectés par des accidents, comme celui que vous avez vécu. Moi, j'ai vu un type une fois, j'étais, à l'époque, j'étais secouriste, et il s'est mis à boire, on avait 17 ans, tous les deux, et tout d'un coup, il s'est mis à parler allemand, et c'était une fête, et à voir, il a parlé un allemand complètement fou, parce que moi j'ai fait des études d'allemand, et lui, il n'avait pas fait d'études d'allemand, il n'avait jamais parlé allemand, et il réclamait de la rigueur, il trouvait que c'était pas propre, que notre fête, et il commençait à parler comme officier allemand, en fait. Et on disait, bon, c'est terminé ta blague, et tout, et puis non, il était réellement cette personne. Et puis après, quand il a désoulé, il nous a dit, moi, mes langues, c'est anglais, espagnol, je ne sais pas parler un mot d'allemand. J'avais pu voir que c'était un allemand vraiment fluide. Je n'ai pas d'explication, je pense que... Alors Patricia Larrey dit, quand on prend de la drogue, ou quand on prend de l'alcool, ou quand on est dans des états comateux, tout d'un coup, il y a des brèches dans notre aura, et des trucs qui peuvent rentrer dedans. Voilà. Donc c'est peut-être ce qui vous est arrivé. Mais elle en parle d'une manière comme une technicienne en esprit. Et elle n'est pas du tout... elle ne fait pas sorcière, elle fait pas... c'est juste qu'elle est tombée dessus, elle a eu accès à ça, et puis elle essaie d'aider les gens avec ce sujet. Et elle conseille surtout de ne pas aller voir des médiums, et de ne pas faire tourner les tables, et de ne pas vouloir parler aux esprits, parce que justement, après, elle dit, après, ils vous collent dessus, vous n'arrivez plus à vous en débarrasser. Donc peut-être s'il vous colle trop le vôtre, allez voir quelqu'un qui vous le décolle. Ou alors tout simplement vous lui dites ça ira comme ça, maintenant monte dans la lumière et puis pas te réincarner ailleurs. Mais c'est une présence hostile. Non, mais c'est arrivé qu'une seule fois. Ah, c'est arrivé qu'une seule fois? Jamais revu. Bon, c'est le tourisme. Peut-être parce que... Vous savez, en imaginant l'hypothèse qu'il y a des esprits et qui traînent comme ça, ils n'ont pas accès à la terre, ils s'ennuient un peu. Ils font quoi? Elle m'a raconté une chose, Patricia Larrey. Une fois, il y a quelqu'un qui vient la voir qui lui dit, je ne comprends pas, quand je vais au boulot, les gens ne disent plus bonjour. Alors elle dit, et votre famille? Elle fait, oh, notre famille, on ne parle pas beaucoup. Elle fait, vous mangez beaucoup le soir? Elle fait, non, je n'ai pas très faim. Vous dormez bien? Elle fait, non, je ne dors pas. Elle fait, le problème, c'est que par moment, il y a des gens qui sont morts, qui ne sont pas aperçus qu'ils étaient morts. Et on ne peut pas leur dire d'un coup, comme ça, si vos collègues vous disent plus bonjour, c'est peut-être qu'il y a des raisons. Et voilà, elle m'a raconté son quotidien de médium devant gérer ce genre de situation, finalement, qui demande un peu de tact et de diplomatie, alors qu'on n'apprend pas ça à l'école et qu'il n'y a pas de formule magique. Elle se retrouvait à gérer ça, personne par personne. En fait, je remercie Patricia Larrey dans Le 6e sommeil, parce qu'il y a une scène où mon héros, je sais pas, justement en rêve, contacte le monde des esprits, et il se retrouve à devoir dealer avec des esprits. L'une des visions que m'a transmis Patricia, c'est, je t'en dirais ça comme ça, en gros, il y a un trottoir où il y a les vivants, et un trottoir où il y a les esprits, et les deux trottoirs communiquent très peu. Mais il y a des esprits qui veulent interagir avec les gens du trottoir, et il y a des humains qui veulent interagir avec ceux de notre trottoir aussi. Et le tout se faisant de manière un peu maladroite, parce qu'il y a de la méfiance, et qu'il n'y a pas de connexion vraiment installée, que
même ceux qui sont médiums, en fait, ils savent pas très bien ce qu'ils arrivent à faire. Il y a des gentils et des méchants dans les deux camps, il y a des nuisibles et des pas nuisibles dans les deux camps. Mais au final, c'est des êtres humains normaux avec lesquels on peut parler et négocier. Et, voilà. Donc elles se retrouvent à dialoguer avec des êtres qui doivent juste raisonner. En gros, l'idéal pour eux, quand même, c'est qu'ils ne doivent pas rester là, ils doivent partir vers la lumière, ils ne doivent pas rester là. Donc tous les gens qui s'accrochent à la mort de papa, à la mort de maman, à la mort de l'amour, et qui tout le temps se connectent avec machin, c'est pas bon, ça les retient. Alors qu'il faudrait leur dire, on souhaite de vous incarner en petit bébé sympa, dans un pays sympa, dans lequel vous allez vous éclater. Voilà. Mais ça, on n'étudie pas à l'école. J'en parle un peu vers la fin du livre, puisque plus ça va, plus on va rejoindre les mondes magiques, en tout cas l'impression des mondes magiques. Tout ça c'est subjectif, je ne suis pas du tout mystique et je ne veux convaincre personne de ça. Je vous dis juste, j'écoute les jolies histoires et par moments quand elles semblent avoir du sens, j'en fais des romans et je les transmets. Après on a tous des perceptions personnelles là-dessus et je respecte toutes. Et donc les gens qui considèrent qu'il n'y a rien après la mort, ils ont bien raison, et ceux qui considèrent qu'on s'incarne, ils ont raison aussi, et ceux qui considèrent qu'il y a des esprits, ils ont raison encore. Et tous ces gens doivent juste être tolérants les uns avec les autres, et comme ça c'est parfait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, j'ai peut-être répondu à une autre. Très intéressant. Merci. Mais sinon, de manière générale, quand il nous arrive un accident de sommeil, que ce soit l'insomnie ou une paralysie du sommeil, ce que je vous conseille, c'est le lâcher prise. C'est-à-dire ne pas se dire, il faut à tout prix que je me réveille, il faut à tout prix que j'arrive à bouger et tout. Parce que plus vous allez vous débattre, ça va être comme un filet, plus il va y avoir un problème. Le meilleur conseil pour les insomniaques, c'est ok, mon cerveau ne veut pas dormir, tant pis, j'attends, et si je m'endors pas, c'est pas grave. De manière générale, le lâcher prise est la solution à beaucoup de problèmes. Tout à l'heure, je vous parlais des esprits qui restent connectés aux gens, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de lâcher prise. Leur intérêt, ce serait lâcher prise, eux pour aller vers la lumière, et lâcher prise aussi des gens qui les retiennent en bas, parce qu'ils se disent, ok, on l'aime suffisamment pour souhaiter l'esprit qu'il laisse réincarner. Mais on est vraiment à un autre sujet. Pas de questions? Oui, bonjour. Tout en haut. Tout en haut. Voilà, super. Moi j'avais, bon, j'ai pas encore lu le livre, mais quand j'ai vu le sujet, ça m'a fait penser, déjà parce que je trouve vos romans très cinématographiques, même si personne s'y intéresse, c'est dommage, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose, et ça m'a évidemment fait penser à Inception de Christopher Nolan, qui traite des rêves, tout ça. Donc, j'aurais voulu avoir votre avis sur le film, et surtout, quand vous parliez tout à l'heure de rêves lucides, est-ce que dans Inception, il n'y a pas un risque à un moment donné de vouloir rester dans ce monde de rêve et du coup de bloquer d'une certaine façon? Je ne sais pas si c'est la même chose. Et la deuxième question que j'avais, c'était plus sur votre processus d'écriture, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'écrivains et j'aurais voulu savoir, vous, si vous aviez un rituel d'écriture. Je sais qu'il y a des écrivains qui écrivent plutôt le matin, etc. Est-ce que vous avez besoin d'un rituel d'écriture? Parce que vous donnez des conseils sur votre site internet pour les gens qui veulent commencer à écrire, et notamment d'avoir une discipline rigueur, et j'aurais voulu connaître justement la vôtre. Voilà. Alors d'abord sur Inception, j'ai commencé à aimer ce film, et je me disais comment il va terminer, pour vous qu'il ne me déçoive pas à la fin, pour vous qu'il ne me déçoive pas, et à la fin je trouve qu'il n'a pas su boucler le truc. Vous savez, une histoire, que ce soit un roman ou que ce soit un film, c'est comme un tour de magie. C'est-à-dire qu'on fait une montée, une promesse, une montée, puis on arrive à un point, il faut sortir le lapin du chapeau. Et là, je trouve qu'il assure bien la montée, mais alors le lapin du chapeau, en gros, il n'arrive pas à boucler l'histoire. J'étais d'autant plus déçu que Memento, qui est un de ses premiers films, un de mes films cultes, Christopher Nolan, et j'ai l'impression que maintenant qu'il a d'énormes moyens et qu'il a toutes les stars, il travaille plus. J'avais eu le même problème pour Interstellar, c'est-à-dire il fait une énorme promesse et après, vu qu'il n'a pas préparé son truc à l'avance, en fait, il ne sort pas le lapin du chapeau, il n'y a pas la surprise, il n'y a pas l'épiphanie, le moment où on se dit ah ouais, c'était pour un là. Quelque chose que j'ai eu par exemple dans 2001, Odyssée de l'espace, c'est une montée, on ne sait pas où il va en venir, et au final, un truc extraordinaire. Donc voilà, Inception, pour répondre, j'ai bien aimé l'ambiance, mais j'ai trouvé qu'il n'a pas réglé le problème. En plus, il s'est arrêté sur un système qui, en gros,
on va vous faire une suite pour vous expliquer tout ce que vous n'avez pas compris dans le film, ce que je considère que c'est pas très bien. Il faut tout boucler dans le film, il faut donner tous les éléments, régler le problème, et une fois que c'est fini, ben, on a compris ou on a une révélation. Alors maintenant, sur les rituels d'écriture, je crois beaucoup aux rituels d'écriture, tout simplement parce que finalement c'est assez dur de se mettre à écrire. Comme c'est assez dur de se mettre à courir, ça ressemble beaucoup pour moi au jogging. C'est-à-dire une fois qu'on a commencé à courir, on est dedans, et on n'a plus qu'à continuer de courir. Mais si on s'arrête, après, on se dit, ah, quand même, c'est des crampes, ah, c'est fatigant, ah, c'est de la sueur, ah, on a froid, ah, on est fatigué. Donc, il y a un moment, quand on trouve cette régularité, il faut s'y tenir. J'ai commencé le rituel de 4h30 tous les matins, parce que j'avais lu un article dans Paris Match de Frédéric Dard, qui disait tout simplement, un vrai écrivain, c'est un type qui passe tous les matins 4h30 à écrire. Je me suis dit, ce message me semble la formule qui était prête à être entendue. Donc, alors, en disant ça, je pense qu'il y a quelques personnes qui vont aussi l'entendre et le réceptionner. Je vous l'offre. 8h, midi et demi devant l'ordinateur, ou devant la machine à écrire, ou devant le parchemin avec la plume pour ceux qui sont plus nostalgiques. C'est une forme de rendez-vous qu'on donne à son cerveau. Et si vous demandez à votre cerveau de vous raconter une histoire tous les matins, ben, il le fait. En fait, ce que vous demandez à votre cerveau, si vous demandez n'importe quoi, il le fait. C'est juste que vous n'avez pas pris l'habitude de lui demander ça. Si vous lui demandez de faire du calcul mental, il le fait. Et si vous lui mettez une calculatrice, il se dit, bon, ben, il n'y a pas besoin de faire ça, et vous ne savez plus faire de calcul mental. Si vous lui demandez d'inventer des histoires, il va le faire. Et il va le faire d'autant plus facilement que vous lui demandez ça régulièrement. En général, quand j'écris, je fais démarrer à 8h, vers 11h, j'ai un pic où je suis quasiment en transe. Ça doit durer 10 minutes, ça correspond d'ailleurs au rêve, finalement. Et là, je ne vois plus le temps, je ne vois plus l'espace, je suis juste à l'intérieur du roman, en train de vivre l'histoire de mon personnage. Et ça, pour obtenir ce plaisir, pour obtenir cette transe, pour obtenir ce petit orgasme d'écriture, il m'a fallu quand même plusieurs années, je veux dire 4-5 ans. Et au bout de 4-5 ans, juste par la régularité, on obtient ça. Mais je pense que les marathoniens, ils obtiennent ça aussi en courant. C'est-à-dire qu'il y a un moment, à force de courir, ça relance les endorphines. N'importe quelle activité que vous faites, les danseurs, les sportifs, même les gens qui ont d'autres activités créatives, les peintres, n'importe quelle activité que vous faites régulièrement va à un moment dépasser la technique et le côté pénible pour devenir juste du plaisir. Donc la régularité. Ensuite, je dirais, il y a deux sortes d'écrivains, les écrivains du matin et les écrivains du soir. Moi, je suis un écrivain du matin parce que j'ai besoin de la lumière du jour. La lumière du jour est quelque chose qui m'apporte de l'énergie. Mais je sais que j'ai des amis qui écrivent la nuit, et leur écriture est vraiment liée à la lune. Enfin voilà, les écrivains du soleil et les écrivains de la lune. Moi, je suis un écrivain du soleil. À vous de trouver votre planète, votre astre préféré. Le soir, il y a un avantage, si vous le faites surtout après le dîner, c'est qu'en général, il n'y a plus de téléphone, la ville est silencieuse et plus personne ne vous dérange. Le matin, j'ai encore des petits coups de téléphone, des gens qui ne savent pas que je bosse, qui n'ont pas compris que je bossais le matin, et j'ai tout le temps la curiosité d'aller voir ce que c'est. Donc, c'est de l'écriture avec perturbation. Deuxième chose dans le rituel, c'est sortir de chez moi. Ça pareil, il y a des écrivains de l'intérieur et de l'extérieur. J'ai besoin de sortir de chez moi pour voir des gens, parce que je parle des gens, j'ai besoin de les rencontrer. Donc je vais travailler au café avec l'ordinateur portable. Et il y a un rituel que j'ai renoncé, c'est écouter la musique. Maintenant j'écoute de moins en moins la musique, parce que j'ai directement dans la tête tous les bruitages. Donc si je mets de la musique, ça gêne mes bruitages. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ne pas écrire pour être publié, pour avoir de la gloire, pour avoir de l'argent. Il faut écrire pour le plaisir d'écrire. Et après, vous aurez peut-être ça. Mais s'il y a une attente, si vous écrivez par besoin de reconnaissance, pour aller dans les émissions de télévision, pour avoir le concours, il y a de fortes chances que vous soyez déçus. Là, sur la saison de prix littéraire, je crois qu'il y a 600 romans qui sortent. Il va y avoir un concours en Renaudot et je sais pas quoi, un Médicis. On va y avoir 3 gagnants. Sur 600, ça veut dire qu'il va y avoir 597 cocus. Il y a des gens qui ont sorti leur livre et qui vont partir dès le 1er novembre à la pâte à papier. Donc
tous ces gens, j'espère qu'ils sont psychologiquement tranquilles, parce que c'est quand même un livre, c'est au moins un an de boulot. Un an de boulot et tout est détruit parce que vous êtes pas dans une liste de prix. Moi, je déconseille ça. Je conseille si vous lancez dans la littérature et si vous avez la possibilité de publier, si vous avez la possibilité de choisir votre période, tout sauf septembre. Voilà. Les éditeurs, même si c'est ce qui fait rêver tout le monde. Voilà. Autre question? Ici. Bonjour. Bonjour. J'ai une question plutôt générale sur l'ensemble de vos ouvrages. La vision de l'humanité que l'on retrouve, que vous nous proposez en tout cas dans vos ouvrages, est assez déprimante quelque part à juste titre, parce qu'elle est réaliste aussi. Et du coup, ma question c'est, est-ce que vous êtes malgré tout quelqu'un de positif et est-ce que vous avez un regard positif sur tout ce qui peut se passer aussi actuellement quand on regarde l'actualité qui est de plus en plus lourde? Moi, je suis pessimiste sur le court terme, mais optimiste sur le long terme. Je vous disais tout à l'heure, ce qui m'énerve, c'est de voir les guerres de religion et de voir les gens qui s'entretuent pour ce qui me semble des mauvaises raisons. Maintenant, sur le long terme, je crois qu'il y a quelques humains suffisamment géniaux pour arriver à faire bouger l'ensemble du troupeau dans la bonne direction, donc je suis optimiste. Et même, je veux dire mieux, je crois que la meilleure période de toute l'histoire de l'humanité, c'est maintenant. Jamais on a bénéficié d'autant de soins médicaux, jamais on a eu une expérience de vie aussi longue, jamais on a aussi bien mangé. Je me rappelle, j'étais à Paris, quand sont arrivés les premiers restaurants japonais, j'étais un des premiers à tester ça. Je me suis dit, c'est fabuleux, c'est toute une culture. J'ai découvert le Japon à travers la culture. Ça, j'aurais vécu en 1700, je ne savais même pas que la nourriture japonaise existait. On a une ouverture, on a accès à toutes les informations du monde, on a une possibilité de communiquer avec tous les gens du monde, on peut voyager où on veut. Moi, je trouve que notre génération est vraiment extrêmement chanceuse. En plus, on n'a pas vu la Deuxième Guerre mondiale, ça devait être un peu hard, et on n'a pas vu la Troisième. Donc on est dans l'entre-deux-guerres, on est à la bonne période. Donc moi, je suis extrêmement optimiste. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je ne crois pas que les gens vont devenir raisonnables. Je regardais la série Narcos, je ne sais pas si vous avez vu ça. À un moment, c'est un simple trafiquant de drogue, un trafiquant au début de cigarettes et de chanifiques, qui après se met dans la cocaïne. Et puis on voit le type qui est tout étonné que ça devienne aussi facile. Donc il corrompt toute la police, il corrompt toute l'armée, pour faire un flanc du fric. Et puis là, il a un budget qui correspond au PNB de la France, juste parce qu'il a profité d'une faille du système, qui est que les gens, quand ils leur filent de la cocaïne, après ils en veulent, et que c'est devenu un truc snob de l'élite américaine. Et on voit comme les énergies noires arrivent facilement à s'infiltrer dans le système et à tout pourrir. Et c'est très rapide et il n'y a pas de résistance. Avant, il faut regarder Narcos, avant que la police arrive à trouver comment contrer ce bonhomme, ça a mis des années, ça a réclamé des centaines de millions de dollars, parce que, en fait, on n'a pas de parade contre les énergies de mort, les énergies de destruction. On est juste, je veux dire, comme un troupeau de moutons, et puis quand un loup arrive et l'en bouffe, on est tous fascinés, on est tous choqués, et puis on ne fait rien. Et avant que le groupe des moutons arrive à s'organiser un peu pour résister au loup, il peut se passer très longtemps. Quand on a vu l'attaque du nazisme, on a vu le temps que ça a mis avant qu'il y ait une réaction du troupeau. Et de même, actuellement, on voit les attaques du fanatisme, on voit le troupeau qui est un peu hébété et qui se dit « Ah, mais on fait quoi pourvu qu'on se fasse pas tous tuer, mais on ne sait pas trop quoi faire ». Et après, apparaît souvent juste des gens courageux et astucieux qui arrivent à trouver la parade. Mais moi, je suis optimiste. Je pense que les choses vont s'arranger. Et puis, je suis aussi conscient que le fait d'être là ensemble, de parler du sommeil, de parler de spiritualité, de parler de l'avenir, c'est déjà un moment extraordinaire. C'est un moment privilégié, cet instant-là, maintenant. Et sachant apprécier aussi ce qu'on a, puisque ça nous sera peut-être enlevé un jour. Et arrêtons d'être dans la déprime, arrêtons. Moi, j'aime pas cette littérature de cynisme, de déprime, de on va tous crever.
Moi, je crois que c'est l'imaginaire qui va nous sauver. C'est les gens courageux, c'est les gens astucieux, et c'est les gens qui sont connectés entre eux, par Internet probablement, et qui vont pouvoir faire bouger les choses. Après, il y a une envie. Est-ce qu'on a envie d'être résigné, ou est-ce qu'on a envie de se lever le matin et de faire bouger le monde? Et ça, c'est pour chacun, en fonction de sa vie, de sa capacité à se changer lui-même et à changer les autres. Voilà. Je crois que... On va finir sur cette note d'optimiste. Mais soyez optimiste, ne serait-ce que pour des raisons de santé. C'est bon pour la santé d'être optimiste. Et je crois que si vous êtes là et que vous lisez des livres, vous vous intéressez au futur, c'est déjà que vous êtes bien parti. Voilà, merci. Merci.